Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette troisième performing lecture de la chaire beauté. Alors la chaire beauté de PSL est une chaire de formation et de recherche de l'université PSL qui prend pour centre la notion de beauté et qui l'aborde de manière pluridisciplinaire pour faire écho à la diversité des institutions qui composent l'université PSL. Le format de performing lecture permet de croiser une performance et un discours théorique avec la profonde conviction que ce discours théorique est modifié par l'approche sensible, émotionnelle qu'on peut avoir de cette expérience esthétique. Après la performance théâtrale, la cérémonie de thé, on est très heureux aujourd'hui de consacrer cette séance à la performance musicale et de recevoir Bernard Sèvres, professeur émérite de philosophie de l'art et d'esthétique de l'université de Lille, qui a consacré 2 livres à la musique et dont le dernier ouvrage est consacré aux matériaux de l'art. Son intérêt pour les instruments l'a aussi conduit à pratiquer l'orgue et le piano, il nous en dira peut-être 2 mots, d'accueillir également Mathias Gault, qui enseigne la philosophie, qui est docteur et qui a donc réalisé une thèse sous la direction de Bernard sur l'improvisation, et qui est également altiste et violoniste. Et nous accueillons également Simon Pelé, qui est trompettiste professionnel. Je remercie les Mines de nous accueillir aujourd'hui, l'université PSL, et également Tania Birem, la coordinatrice de la chaire, qui a tout bien organisé. Je vous demanderai également d'éteindre vos téléphones portables pour ne pas perturber la performing lecture de ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir, je tiens à remercier Clélia Zernick, Tania Birem et toute l'équipe des Mines pour leur invitation et pour la parfaite organisation de cette manifestation. Vous venez d'entendre Mathias Gault jouant d'un alto augmenté, il aura peut-être l'occasion de nous expliquer ce que c'est, et Simon Pelé à la trompette. Je le remercie d'avoir amicalement conçu avec moi et partagé avec moi ce moment de philosophie et de musique entremêlés. Nous allons travailler ensemble, devant vous, la question de la beauté du jeu. Je vais commencer par un exposé théorique de forme relativement classique qui se déroulera en 5 moments. Premier moment, la beauté entre sens large et sens précis. Au fond, s'interroger sur le concept de beauté dans le cadre de la chaire beauté ne m'a pas paru malvenu. Il me semble que cette notion est prise en une double confusion, inévitable d'ailleurs cette double confusion, à laquelle je consacrerai les 2 premiers moments de mon intervention, qui en comprendra donc 5.
Alors la première confusion, du point de vue conceptuel, c'est que l'idée de beauté, on l'oublie souvent, fait partie d'un très vaste ensemble de prédicats esthétiques. On s'imagine souvent que lorsqu'on approuve une production artistique de quelque nature qu'elle soit, on n'a qu'un seul mot à sa disposition qui est beau. Ou parfois on sait qu'il y a aussi le mot sublime, mais qu'on emploie plutôt comme une sorte de superlatif de beau. Alors que la différence importante entre le beau et le sublime est un classique de la pensée esthétique. Mais il existe beaucoup d'autres prédicats esthétiques. Emphatique, lyrique, pathétique, héroïque, tragique, dramatique, mélodramatique, élégiaque, gracieux, joli, pittoresque, fantasque, comique, satirique et bien d'autres. Des esthéticiens comme Étienne Souriau ou Robert Blanchet ont consacré du temps à l'élaboration de ce lexique des prédicats esthétiques. Il y a aussi de nos jours un prédicat un peu équivoque, c'est le prédicat intéressant. Vous sortez d'une exposition ou d'un concert et vous dites « c'est intéressant ». Vous ne vous mouillez pas, on ne sait pas si c'est péjoratif ou laudatif. Voilà. En tout cas, qu'elle soit artistique ou naturelle, la beauté n'est que l'un des prédicats possibles de nos jugements esthétiques. Une fleur peut être belle, mais elle peut aussi être jolie ou gracieuse. Un paysage peut être beau, il peut être joli, il peut être sublime, il peut être grandiose, il peut être pittoresque. Une pièce de musique pour alto ou pour trompette peut être belle, elle peut être gracieuse, elle peut être dramatique, elle peut être sublime, elle peut même être intéressante. Une symphonie peut être belle, mais aussi sublime, pathétique, grandiose, pittoresque. Je ne multiplie pas les exemples, vous avez compris. Quand on dit beau dans la vie ordinaire, est-ce qu'on veut dire beau et non pas joli, gracieux, sublime, pittoresque, etc. Ou est-ce qu'on veut simplement dire en fait ça me plaît? Bon. La plupart du temps, quand nous disons beau, nous voulons dire de manière vague, et j'ai perdu mon papier mais c'est pas grave, que la pièce en question suscite notre approbation esthétique. L'usage du mot beau est implicitement subjectiviste. Il faut que je m'avance. Quant à sublime, nous savons tous que ce mot est utilisé comme un superlatif du beau. Le locuteur ne pense pas aux propriétés objectives, si l'on est de l'œuvre ou de la performance, mais aux effets que cette œuvre ou performance suscite en lui. Alors, on ne réforme pas les usages linguistiques de la vie courante, hein, c'est un projet vain. Mais quand on réfléchit d'un point de vue philosophique ou sociologique ou autre sur les œuvres d'art, il est important de distinguer beau au sens précis et conceptuel du terme, sur lequel on peut par ailleurs discuter, et beau au sens large et courant. On peut distinguer le beau comme concept, qui fait partie d'un réseau ample et assez souple de prédicats esthétiques, et le beau comme adjectif d'appréciation subjective, qui est un élément très important des conversations autour des œuvres d'art ou des réalités naturelles, comme une fleur ou une montagne. Mais on a quand même tout intérêt à enrichir son vocabulaire en mobilisant de temps en temps le joli, le gracieux, le pittoresque, le sublime, etc. Un vocabulaire plus riche et plus précis permet non seulement de mieux penser naturellement, mais il permet aussi d'affiner nos perceptions. Ce qui m'amène au deuxième moment, à la deuxième confusion que je veux un peu débrouiller. Je m'attache donc à présent au beau comme concept, différent donc du sublime et de tous les autres. La notion de beauté est l'objet de nombreuses problématisations et élaborations conceptuelles depuis les débuts de la pensée philosophique occidentale, puis Platon, Aristote, etc. Alors, la seconde confusion, non pas que je condamne, mais que je veux repérer, c'est tout, hein, est de croire que le concept de beauté est univoque, que de quelque manière qu'on le définisse, c'est un concept dont le sens serait invariable dans ses différents usages, et je parle là d'usages rigoureux. Or, le concept de beau me paraît se décliner différemment, et même doublement différemment, d'une part, selon qu'on parle de beauté naturelle ou de beauté artistique. Est-ce que beau a le même sens quand je dis que cette fleur est belle ou quand je dis que cette sonate est belle? Ça n'est pas sûr. Deuxièmement, le concept de beau se décline différemment selon le type d'art auquel on pense. Alors, je laisse de côté la question beauté naturelle, beauté artistique, qui est en soi un sujet immense, je l'oublie complètement. Je ne m'occupe que de beauté artistique dans la suite de mon propos. Je vois deux concepts principaux de la beauté artistique. C'est une suggestion que je vous fais. La beauté plastique, la beauté poétique. Je vais très brièvement les exposer
pour expliquer pourquoi ces deux concepts ne s'appliquent pas commodément à l'expérience musicale. Du point de vue chronologique, on peut penser que l'humanité a toujours éprouvé ou pensé la beauté plastique, qu'elle soit naturelle ou artistique, un bel homme, une belle femme, une belle fleur, une belle statue, un beau tableau. Bon. Et peut-être plus tardivement, la beauté poétique, qui par définition ne peut être qu'artistique. Mais la beauté proprement musicale a sans doute, c'est une hypothèse, mis plus de temps à se dégager des utilisations militaires, religieuses ou magiques de la musique. Et du point de vue intellectuel, il me semble que les beautés poétiques et plastiques sont plus claires que ne l'est la beauté musicale. On sait à peu près dire pourquoi un tableau ou un poème nous paraissent beaux. C'est beaucoup plus difficile quand il s'agit de musique, et notamment de musique sans texte et sans finalité religieuse, politique ou autre. C'est un point de méthode qui m'est cher. La musique instrumentale, c'est-à-dire la musique réduite à ses propres forces, doit être privilégiée sur tout autre type de musique quand il s'agit de penser ce qu'est la musique. Et mon hypothèse est donc la suivante. Il me semble que la beauté plastique, peinture ou sculpture ou dessin, et la beauté poétique, poésie au sens large comme le théâtre, ou au sens précis aujourd'hui comme la poésie lyrique, la beauté plastique donc et la beauté poétique sont appuyées sur des réalités stables. D'un côté, pour les arts plastiques, le monde visible, de l'autre, pour la poésie, la langue. Ce n'est pas le cas de la musique. Il n'y a pas de monde audible qui joue par rapport à la musique le rôle que joue le monde visible pour les arts plastiques ou les langues naturelles, les langues qu'on appelle naturelles, le français, le chinois, l'italien, pour la poésie. Et je vais tâcher d'argumenter ce point de vue. La beauté plastique est donc appuyée sur cette réalité qu'est le monde visible. Cela est assez évident pour la peinture figurative, mais cela peut être défendu aussi pour la peinture non figurative. Le beau, c'est le bien formé, en latin formosus, le beau. Beau, format, la forme, bien sûr. La forme agréable à l'œil, les couleurs venant animer la forme. Saint Thomas d'Aquin, dans un texte court mais souvent cité, définissait la beauté par trois concepts: integritas, proportio debita, claritas. Integritas, c'est l'intégrité, c'est-à-dire le caractère complet. La forme non tronquée. La Vénus de Milo, par exemple, privée de ses bras, n'est pas une vraie forme. Elle ne peut pas, selon ce critère, être vraiment belle. La proportion requise, proportio debita, c'est la proportion qui est nécessaire dans l'objet considéré. C'est le rapport optimal entre les différentes parties de l'œuvre, rapport dont la symétrie n'est qu'un des aspects, le plus simple à saisir, mais pas forcément le plus important. Quant à l'éclat claritas, alors ce n'est pas seulement l'éclat extérieur, comme les couleurs dont les statues des cathédrales gothiques ou les bâtiments grecs étaient recouverts, on le sait. Non, la claritas, c'est plutôt une sorte de force de visibilité immanente à une forme réussie. Une forme bien faite attire le regard, charme la perception, c'est ça la claritas. La beauté poétique est appuyée elle aussi sur une réalité solide et stable, la langue, avec ses structures stables et ses signes mobiles qui se prêtent au jeu. Et je vais citer un texte de Bergson qui me plaît beaucoup et qui est d'autant plus intéressant que Bergson est, on le sait, un critique du langage. Oui, sans doute, mais il ne l'est pas toujours. Notamment pas dans ce texte de l'évolution créatrice. Je cite: « Cette tendance du signe à se transporter d'un objet à un autre est caractéristique du langage humain. » Sous-entendu dans le contexte par opposition au mode de communication animal. On l'observe chez le petit enfant du jour où il commence à parler. Tout de suite et naturellement, il étend le sens des mots qu'il apprend, profitant du rapprochement le plus accidentel ou de la plus lointaine analogie pour détacher et transporter ailleurs le signe qu'on avait attaché devant lui à un objet. Ce qui caractérise les signes du langage humain, ce n'est pas tant leur généralité que leur mobilité. Et Bergson conclut par une phrase éclatante: « Le signe instinctif, celui de l'animal, le signe instinctif est un signe adhérent, le signe intelligent est un signe mobile. » Cette mobilité des mots permet l'invention de métaphores, un des outils les plus puissants de la beauté poétique. Le talent poétique est d'être capable de voir le semblable dans le différent et le différent dans le semblable, dit à peu près Aristote. La beauté poétique tient au plaisir de la densité expressive, dire beaucoup, suggérer beaucoup en peu de mots, au plaisir du détour, de l'allusion, de la double entente, de tous les jeux possibles avec les mots et avec les règles de la communication. Le poète joue avec l'arbitraire du signe. Gérard Genette a insisté
sur le travail de remotivation poétique du mot, travail qui produit non pas un langage poétique, mais ce qu'il appelle un état poétique du langage. Le poète a recours à différents principes de régularité, de symétrie, de structuration rythmique, etc., 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 de formules stéréotypées ou frappantes, tout procédé permettant de donner forme aux matériaux poétiques. Il s'agit à la fois de poétique et d'esthétique. De poétique parce que ces procédés permettent à l'artiste de construire son œuvre, d'esthétique parce que ces procédés permettent au lecteur ou à l'auditeur de comprendre l'œuvre et d'en saisir la forme. Alors, je ne prétends évidemment pas donner en quelques minutes une théorie complète de la beauté poétique, mais simplement suggérer pourquoi cette beauté se comprend assez bien à partir du pôle de stabilité que constituent les langues humaines. C'est ce pôle de stabilité qui manque à la musique. La musique ne s'appuie pas sur l'audible, à la façon dont la peinture figurative s'appuie sur le visible et la poésie sur le langage, sur le dissible. Car le peintre ne crée pas le monde extérieur qu'il peint ou dont il s'inspire. Le poète ne crée pas la langue qu'il parle, mais le musicien crée son matériau et il le crée intégralement. Il se sert de sons qu'il a lui-même fabriqués et au fond il serait comparable à un peintre qui créerait le monde visible, le monde objectif, ou comme un poète qui inventerait de toute pièce une langue complète. Les musiciens ont bien senti cette difficulté et ont essayé de trouver un pôle de stabilité à leur art. C'est par exemple l'idée d'harmonie des sphères dans l'Antiquité, ou la volonté de fonder la musique sur la résonance naturelle des corps, chez Rameau, au XVIIIe siècle. On a longtemps pensé la musique en termes mathématiques, comme théorie des bonnes proportions. On trouve ça chez Platon, chez Saint-Augustin, dans le Moyen-Âge, etc. Et Leibniz dira dans une formule célèbre, la musique est un exercice occulte d'arithmétique de l'âme qui ignore qu'elle compte. Musica est exercitium arithmeticae, occultum nescientis se numerare animi. Quand vous avez du plaisir à écouter de la musique, votre âme compte à toute vitesse et elle ne le sait pas. Bon. Je ne me moque pas de cette doctrine, hein, mais c'est un effort désespéré. Bon. Il a fallu en réalité attendre que la musique se dégage suffisamment de ses utilisations sociales, qu'elle devienne presque désintéressée pour que la question du type de beauté qu'elle propose se pose dans son vrai jour. C'est ce que Karl Dahlhaus, un grand musicologue, appelle la musique absolue, la musique romantique. C'est à cette époque-là qu'on commence à s'interroger sur la singularité de la beauté musicale. Et l'on découvre que les schèmes de pensée applicables à la poésie ou aux arts plastiques ne fonctionnent pas bien. Il faudrait un troisième concept de la beauté. J'ajoute ici, avant de passer à mon troisième point, une remarque de méthode. Je pense que la philosophie de l'art arrive après l'art. S'il n'y avait pas d'artiste, il n'y aurait pas de philosophe de l'art. Personnellement, je n'aime pas les doctrines philosophiques qui peuvent être ingénieuses ou profondes, mais qui appliquent sur les productions artistiques des schèmes de pensée inventés pour de tout autres objets. C'est pourquoi j'ai voulu nous avons voulu tous les trois, que notre performing lecture commence par un moment de musique. Le musicien est d'abord présent et il ne va pas falloir entendre Simon et Mathias quand ils vont jouer, car je ne vais pas parler tout le temps, rassurez-vous. Il ne faut pas entendre ce qu'ils vont dire comme une illustration de ce que je dis. Absolument pas. C'est un dialogue entre nous trois. D'ailleurs, Mathias et Simon auront aussi l'occasion de parler. J'en viens à mon troisième point, que j'appelle la condition organologique de la musique, une idée qui m'est chère. Car revenons à la racine du problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent d'un monde stable, contrairement à ce qui se passe pour la poésie et les arts plastiques? La musique crée son matériau, disais-je, j'ai même dit, elle le crée intégralement. Le musicien, contrairement aux autres artistes, n'emprunte pas son matériau à la nature, il le fabrique. Le peintre se sert de pigments naturels ou synthétiques depuis quelque temps. Le sculpteur se sert de marbre, de glaise, de métaux qu'il trouve dans la nature et qu'il transforme. Mais le musicien, lui, ne se sert pas de son naturel. Bien sûr, il y a des exceptions depuis le XXe siècle, mais des exceptions qui sont absolument microscopiques si on prend en compte l'immense histoire des 40 000 ans de musique, comme dit Jacques Chaillet, la musique a 40 000 ans. Dans l'immense majorité des cas, le musicien ne se sert que de sons qu'il a lui-même fabriqués. Et comment il les fabrique? Il les fabrique avec des machines, des petites machines qu'on appelle couramment instruments de musique, qu'il faut fabriquer
Une clarinette à clé est une machine, une trompette est une machine, un piano est une machine, un alto est une machine, c'est un petit peu moins évident, mais on ne va pas argumenter ce point-là. Un piano, c'est un système de levier. Bon. Et donc la musique connaît une étape supplémentaire par rapport aux autres arts. Les autres arts empruntent leurs matériaux à la nature et les transforment un peu. La musique n'emprunte rien à la nature. Elle fabrique des instruments qui permettent de fabriquer des sons, lesquels sont les matériaux de la musique, puis le compositeur se sert de ces sons pour construire son œuvre, et enfin l'instrumentiste apparaît et y joue l'œuvre qui produira, ou plutôt les musiciens produiront avec leurs instruments les sons que voulait le compositeur qui a puisé dans le stock des sons considérés comme musicaux à l'époque où il vivait et dans la société où il vivait. Ce qui explique le nombre presque incroyable de types d'instruments de musique. On en compte environ une quinzaine de milliers, pas d'instruments, hein, de types d'instruments. Bon, dont chacun existe à des milliers ou des millions d'exemplaires. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 000 instruments de musique ? Ce nombre est la conséquence de la sous-détermination fonctionnelle des instruments de musique. Un marteau ou une voiture sont déterminés par leur fonction, qui donne ce qu'on appelle un cahier des charges extrêmement strict. Un instrument de musique, il n'y a aucune fonction. Si, il y a une fonction de faire du son dont on va se servir, mais n'importe quel son est acceptable. C'est ça la sous-détermination fonctionnelle de l'instrument de musique. Il ne répond pas à un cahier des charges du type de celui d'un fabricant de voiture ou d'un fabricant de marteau. La fonction des instruments est sous-déterminée. Alors bien sûr, dans certains cas, on a besoin d'un instrument répondant à certains critères. Par exemple, à la chasse ou à la guerre, il faut se faire entendre de loin. Il faut un instrument sonore. Il y a plein d'instruments qui peuvent jouer ce rôle. Un sifflet, un cor, une trompette, un clairon, toutes sortes d'autres objets sonnants qui peuvent remplir cette fonction. Et encore, là, il s'agit d'une fonction utilitaire. En matière artistique, on fait ce qu'on veut. La plupart du temps, la fonction ne précède pas l'instrument. Il y a quelques exceptions rarissimes. Mais la fonction ne précède pas l'invention de l'instrument de musique. La fonction suit l'invention. L'inventeur, le luthier, le facteur d'instrument invente un nouvel instrument. Il voit ce que ça donne. Ça prend pas. Si son instrument ne prend pas, il va végéter et pourrir dans les réserves des musées. Il y en a plein. Si ça prend, très bien. Sachs avait inventé 9 instruments. Il y en a 2 qui existent encore, le saxophone et le trombone dans Serge Wagner. Les 7 autres, 9 moins 2 font 7, les 7 autres, voilà. Ils sont dans des collections privées et personne ne s'en sert. Autrement dit, le nombre colossal des instruments inventés par l'humanité est l'expression et la conscience directe de leur sous-détermination fonctionnelle, laquelle est la conséquence du fait que le musicien, sauf exception, je l'ai dit, n'exploite pas les sons de la nature ni les bruits de la ville, mais exploite des sons préalablement produits pour être musicalement exploités. J'ajoute, en allant très vite, qu'une fois que l'œuvre est composée, il faut que des instrumentistes la jouent, et que l'instrument est à la fois mentalement dans la tête du compositeur quand il compose, et physiquement dans les mains des instrumentistes quand la musique atteint sa pleine réalisation, c'est-à-dire le jeu effectif. Alors c'est cet ensemble de données que j'appelle la condition organologique de la musique. Organologie, ça veut dire science des instruments de musique. La musique n'existe que pour autant qu'existent des instruments de musique. Alors là, bien sûr, il y a une objection. Vous allez dire, et la voix ? Il existe de la musique a cappella. Alors cette objection, je m'y heurte depuis 15 ans. J'ai peut-être réussi à convaincre certaines personnes. Je ne suis pas convaincu. J'ai d'ailleurs un petit argument très simple. J'ai des arguments plus sophistiqués, mais il faut que je sois bref. J'ai un argument très simple. Vous pouvez prêter votre instrument de musique à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas prêter votre voix. Bon. Et rien que ça crée... on joue dans la musique qu'on appelle aujourd'hui historiquement informée avec des instruments d'époque. Personne ne chante avec des voix d'époque, parce que les voix, quand on est Monteverdi, on ne sait pas ce qu'elles sont, et on ne le saura jamais. Alors, pourquoi cette incrédulité massive devant l'idée que la musique n'existe qu'à partir du moment où il y a des instruments de musique ? C'est parce que je crois qu'il y a un narcissisme, non pas un narcissisme de l'individu, mais un narcissisme de l'espèce humaine. L'humanité s'aime elle-même dans sa voix chantante. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'elle chante, elle se sent débarrassée de l'animalité. Elle est angélique. Elle se sent aussi débarrassée de ce qui la débarrasse d'abord de l'animalité, à savoir la raison. Bon, elle est 2 fois débarrassée. La voix chantante est libérée de l'animalité, de la raison un peu trop présente, un peu trop pesante.
Pour accéder à l'instrument de musique, je crois qu'il faut résister à ce narcissisme de l'espèce. La voix musicale n'est pas le chantonnement naturel, le gazouillis des enfants. Elle est une voix travaillée selon un système d'intervalles fixes, des échelles discontinues. Toute société a des échelles discontinues de sons qui sont considérés comme musicaux. Cette échelle n'est pas naturelle. Elle est physiquement inscrite dans certains types d'instruments, le piano notamment, mais enfin beaucoup d'autres. Et c'est sur cette échelle, non naturelle mais socialement instituée, que se construit la voix humaine. Voilà. Toutes ces raisons expliquent peut-être pourquoi le concept de beauté musicale est quelque peu difficile à saisir, parce que le sol, si on peut dire, manque. Les langues musicales sont évolutives. Au début du XIXe siècle, du XXe siècle, excusez-moi, dans la musique occidentale, on s'est mis à se servir de quarts de ton qui ne faisaient pas partie des sons disponibles jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, avec les machines, les sons continus sont devenus extrêmement fréquents. Avant, on peut faire bien sûr un glissando avec un violon ou un alto ou un violoncelle, mais c'était plutôt rare, les glissando, c'est-à-dire les sons continus. Bon, maintenant, c'est devenu très usuel dans les arts musicaux d'aujourd'hui. Bref, il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de monde audible, et donc la beauté musicale échappe un petit peu. Il faut donc en venir au type de mouvement qu'est la musique, que les médiévaux appelaient ars bene movendi, un art du bon mouvement. La beauté musicale a à voir avec la façon dont la musique se meut, et sans doute nous émeut, dont la musique existe dans son mouvement même. Ce qui m'amène au quatrième temps de mon propos, la beauté du jeu. Ce n'est pas la partie la plus facile, mais elle me paraît importante. Le jeu mobilise la totalité du corps, l'agilité, la virtuosité, parfois la ruse, qui sont inscrites dans les habitus corporels que le musicien, l'instrumentiste, conquiert très difficilement sous des maîtres exigeants et dans des années et des années et des années d'études, d'improvisation, de gamme, de travail et d'exercices répétés. Que fait un musicien à son instrument quand il interprète une partition? Tout à l'heure, nous envisagerons le cas où il n'y a pas de partition. Mais quand un musicien interprète une partition, il ne se contente pas de jouer les notes, ça ne veut rien dire. Jouer suppose par définition qu'on joue plus que les notes, car aucune prescription du compositeur ne peut dire à l'interprète la totalité de ce qu'il doit faire. Le concept même de notation implique qu'il y a du non notable. Si tout était notable, ce ne serait plus une notation, mais ce qu'on appelle une empreinte. Mais justement, ce n'est pas le cas. Toute notation, ça vaut d'ailleurs au théâtre comme dans la musique, toute notation suppose une marge, une liberté d'interprétation. Le même texte au théâtre peut être dit de 10, de 15 façons différentes. C'est d'ailleurs un exercice théâtral classique que de faire dire de 10 façons différentes un texte unique. Musique, même chose. On ne peut pas noter un jeu. On peut l'enregistrer, c'est une empreinte. Mais on ne peut pas noter un jeu. Et si on notait un jeu par une métanotation, cette métanotation elle-même devrait être interprétée. Par ailleurs, la musique, c'est la continuité. Le legato, bien sûr, il y a des ruptures, il y a bien entendu. Mais bon, or, la notation étant discontinue, elle brise inévitablement cette continuité que l'on recherche dans la mélodie, dans le thème, bon, où on a l'impression qu'une note se poursuit dans une autre, même très éloignée. Bon. Le jeu rétablit que la continuité que la notation a brisée. Et je voudrais évoquer rapidement une distinction assez technique due au sociologue et phénoménologue Alfred Schütz, qui l'emprunte à Husserl pour l'appliquer à la musique. C'est la distinction entre une démarche monothétique et une démarche polythétique. Vous ne connaissiez peut-être pas ces mots-là. Sachez que vous pratiquez depuis que vous avez 3 ans des démarches monothétiques et des démarches polythétiques, sans le savoir. Je lis Schütz et je commente après. Le lecteur d'un livre scientifique échafaude mot par mot
la signification d'une phrase, puis phrase par phrase, la signification d'un paragraphe, et paragraphe par paragraphe, la signification d'un chapitre. Mais après avoir fait ces démarches polythétiques, polythétique, ça veut dire pas à pas, step by step, un pas après l'autre. Je comprends une phrase, et puis après je comprends l'autre phrase, et puis après la troisième. Polythétique, poly pluriel, T6, ça veut dire poser. Après avoir fait ces démarches polythétiques qui constituent la signification conceptuelle de cette phrase, de ce paragraphe, de ce chapitre, le lecteur peut saisir l'aboutissement de ce processus, c'est-à-dire la signification conceptuelle qui en résulte au premier coup d'œil. Après avoir fait cette démarche polythétique pas à pas, le lecteur a compris. Il a une saisie, je ne dirais pas intuitive, mais une saisie unitaire du sens de ce qu'il vient de lire, et ça c'est monothétique. Vous démontrez, vous apprenez à l'école la démonstration du théorème de Pythagore, pas à pas. Une fois que vous l'avez comprise, la saisie est monothétique, ça y est, vous l'avez compris, vous pouvez oublier la démonstration, vous le savez. Bon. Et vous retrouvez la démonstration si nécessaire. C'est-à-dire, continue Schütz, que le lecteur fera indépendamment de la démarche polythétique dans laquelle et par lequel cette signification se constitue. L'acte de saisie de la signification est monothétique, la constitution pas à pas de la signification est polythétique. Ça vaut dans tous les domaines, sauf en musique. Car en musique, la chose n'est pas possible. Le moment monothétique n'arrive jamais. C'est essentiellement, continue Alfred Schütz, sa structure polythétique qui donne à l'œuvre musicale sa signification. Celle-ci ne peut pas être saisie d'une façon monothétique. Vous entendez ou vous jouez une sonate de Mozart, polythétiquement, mais vous ne la saisissez jamais de manière monothétique, comme vous saisissez le contenu d'un théorème ou le sens d'une démonstration juridique dans un traité. Ça n'est pas possible. La musique se compose de l'occurrence articulée pas à pas de son temps interne et donc dans la qualité polythétique du processus constitutif lui-même. Alors, au-delà du vocabulaire qui, au fond, une fois qu'on l'a compris, il n'est pas si difficile que ça, je pense que cette idée est extrêmement importante. Je crois que la beauté musicale a à voir avec sa dimension polythétique. La musique ne se résume pas. Vous pouvez résumer un argument, vous pouvez reformuler un argument, c'est d'ailleurs une bonne manière de vérifier que vous l'avez compris. Vous ne reformulez pas une musique, elle est ce qu'elle est, vous ne la reformulez pas. Vous pouvez la transposer, vous pouvez la jouer sur un autre instrument, ça c'est autre chose, mais vous ne la reformulez pas, vous ne la résumez pas. Voilà. L'auditeur doit mettre ses pas polythétiques dans ceux des interprètes. Et de ce caractère polythétique de la musique, vous n'en sortirez jamais, ni que vous soit que vous la composiez, soit que vous la jouiez, soit que vous l'entendiez. Bon, moi je trouve ça formidable. L'épaisseur, la densité sensible du temps ne peut pas être contractée, ne peut pas être accélérée, ne peut pas être ralentie. Là encore, quand vous lisez une démonstration, quand vous avez compris, vous allez plus vite ou vous sautez. Bon, prenez un petit risque, mais pas très important. Musique, c'est pas possible. Vous n'allez pas dire « Ah, j'ai compris que Mozart est si bon, hop, je saute 3 mesures ». Non. 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 La beauté du jeu est un mixte dans lequel entrent beaucoup d'autres éléments. La beauté des instruments, c'est beau un instrument. Bon. Et la beauté des instruments, certains sont très décorés. À la Renaissance, à l'âge classique, on décorait énormément les clavecins, les altos, etc. Les trompettes, il y a des trompettes qui sont extraordinaires dans les musées. Bon. On est plus sobre aujourd'hui. Mais enfin, il y a une beauté de l'instrument. Donc, dans le mixte que j'appelle beauté du jeu, il y a la beauté de l'instrument, il y a la beauté sonore, bien entendu, il y a la beauté de l'interprétation, il y a la beauté éventuelle des gestes des musiciens, mais ça, c'est pas toujours acquis. Il y a parfois des musiciens qui grimacent ou qui ont des attitudes corporelles plutôt bizarres. Bon, voilà. La beauté du jeu est pour moi quelque chose d'intermédiaire entre la beauté proprement musicale de l'interprétation, pas de l'œuvre elle-même, hein, de l'interprétation, et la beauté plastique de certains gestes instrumentaux. Au fond, la notion de jeu dit à la fois la règle et la liberté, et qu'elle a autant que la musique permet de concilier si bien la règle et la liberté. Et il me semble que c'est dans l'improvisation que la beauté du jeu se révèle au mieux. Mon dernier moment va être consacré à l'improvisation musicale. Mais avant d'y arriver, je veux dire que l'improvisation est partout quand vous faites de la musique. L'improvisation est quand vous composez. Toute composition, Aristote le dit dans un Poétique 4, commence par une improvisation. Bon.
c'est pas parce qu'Aristote le dit que c'est vrai, c'est plutôt parce que c'est vrai qu'Aristote le dit. Toute improvisation, toute composition commence par une improvisation. Voilà. Même dans la musique la plus strictement écrite, et où le musicien essaye de donner le plus de prescriptions, la part d'improvisation de l'interprète est inéliminable. La musique doit toujours être jouée quasi una fantasia, ou comme le disait Franz Liszt, quasi improvisando, comme si c'était improvisé. Hein. Comme s'il faut jouer la musique comme si elle naissait sous les doigts de l'instrumentiste. On a l'impression que c'est le claveciniste ou le violoniste qui est en train d'inventer une pièce qu'il a travaillée pendant des dizaines ou des centaines d'heures, qui est écrite depuis 300 ans et qu'il a sous les yeux. Néanmoins, il la recrée. Il y a une espèce de sens de l'improvisation dans le jeu le plus rigoureux. Toute musique doit être jouée dans l'esprit de l'improvisation, et c'est là que réside la beauté du jeu. Et j'en viens à mon dernier moment, qui sera la conclusion en même temps, l'improvisation musicale. La beauté du jeu, vous l'avez compris, se donne à percevoir plus particulièrement dans l'improvisation, et notamment dans l'improvisation collective. Alors, on dit souvent que l'improvisation musicale, c'est l'identité de la composition et de l'interprétation. Bon, c'est faux, c'est 2 fois faux. La composition suppose une reprise réflexive et possibilité de correction. Bon, il est arrivé à Beethoven de corriger une de ses symphonies après l'avoir entendue, je crois que c'est la 6e, et il a dit voilà, même moi je suis obligé de corriger une symphonie. Bon, voilà. Bon. Il y a plusieurs cas, mais je laisse ça de côté. La composition suppose reprise réflexive, disais-je, et possibilité de correction. Quant à l'interprétation d'une partition ou de quelque chose qu'on connaît par cœur, ça suppose un donné antérieur contraignant. Or, l'improvisation est sans donné antérieur contraignant et sans correction possible. Quand on a joué, la note est partie, c'est fini. On ne peut pas la rattraper. Qu'est-ce que l'improvisation ? L'improvisation est essentiellement commencement, attention tendue vers le présent, avec conscience aiguë du passé immédiat et du futur immédiat. Jean Kalevitch dit que l'improvisation est le commencement du commencement. C'est très bien vu. Le commencement du commencement, c'est-à-dire ce qui commence dans un commencement. Bon. Alors je ne veux pas être trop long dans l'improvisation, parce qu'il y a quelqu'un ici qui en sait beaucoup plus que moi. Ce sont les 2 musiciens, et aussi Mathias Gau, qui a soutenu il y a quelques années une thèse sur l'improvisation libre de toute première force. Mais je vais quand même dire 2 ou 3 choses. Dans l'improvisation, ce n'est pas la composition et l'interprétation qui sont simultanées, non, c'est l'invention et l'exécution. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Invention et exécution sont simultanées. L'improvisation ne part jamais de rien. Il existe des codes, des patterns. On s'entraîne à improviser. Cela ne contredit pas du tout la formule que j'ai employée tout à l'heure, à savoir que l'improvisation est sans donné antérieur, car je précisais bien, sans donné antérieur contraignant. L'improvisateur n'est jamais contraint, alors que l'interprète est contraint par la partition. Bon, il a le droit de ne pas la respecter, parce qu'en musique, il n'y a pas de morale, mais enfin, quand même. Voilà. Un code, un thème, un pattern ne sont pas donnés au même titre qu'une partition, ils ne sont pas contraignants. Voilà. Alors, l'improvisation banale reproduit les codes, l'improvisation inventive tente à les déjouer et à prendre des risques. Mais le plus étonnant pour moi, c'est l'improvisation à plusieurs. Moi, je trouve ça miraculeux en musique. Or, l'improvisation collective est pratiquée dans beaucoup d'autres arts, hein. Par exemple au théâtre ou dans les compétitions graphiques. Mais dans l'improvisation théâtrale ou dans les compétitions graphiques, les impros des intervenants sont la plupart du temps successives. Dans une improvisation musicale collective, les musiciens improvisent ensemble, dans le même temps. Dans le vocabulaire des théories de l'interaction, il faut dire que l'improvisation à plusieurs est une coopération libre avec interaction focalisée. C'est ici sans doute que l'idée de beauté du jeu prend tout son sens. La coopération libre n'exclut pas certaines formes de compétition semi-amicale, semi-agonistique. Les musiciens peuvent se tendre des pièges, ou du moins se lancer des propositions musicales, qu'ils relèvent ou non. Ils peuvent opérer une rupture rythmique,
une modulation anormale, inattendue, bizarre, déconcertante. Ils peuvent jouer un thème étrange. Et le collègue se dit, mais je fais quoi avec ça? Je me tais? Je répète? Je fais autre chose? Je prends le contre-pied? J'ai un 1/8 de seconde pour me décider. L'autre doit réagir, reprendre ou partir ailleurs. Il peut y avoir, dans cette interaction focalisée, une beauté du jeu, comme dans certains matchs du foot, une tête ou une passe audacieuse peuvent être belles, tellement ça marche, tellement l'inspiration, tellement la prise de risque était pertinente, et même dans certains cas, ça peut être sublime. Et je ne confonds pas les deux mots. La beauté du jeu, dans l'improvisation musicale, dépasse alors la beauté de la musique jouée ou la maîtrise technique de l'instrument. Elle est la beauté de l'à-propos, semblable à l'esprit d'une réplique dans une conversation ou à la parfaite justesse du geste du jongleur ou du funambule. Elle est prise de risque, elle est affirmation, elle est question tout autant que réponse, elle est offrande tout autant qu'acceptation, elle est la musique à l'état naissant, c'est-à-dire à l'état de sa plus grande liberté et de sa plus grande vitalité. Nous, on a un micro. Donc, bonjour. Vous venez d'entendre Simon donc, à la trompette en solo. Et pendant que Simon essaye d'allumer son micro, c'est bon. Je voulais un peu emboîter le pas, rentrer dans la discussion et un petit peu raconter cette espèce de paradoxe, puisqu'on finit sur presque une apologie, l'éloge de l'improvisation collective, et on a un solo. C'est très déceptif. Et donc c'est vraiment paradoxal de pouvoir faire un solo d'improvisation, parce que dans cette beauté du jeu, il y a effectivement des interactions, une puissance dans l'interaction, une puissance de se donner la balle ou de se la reprendre. Et là, en l'occurrence, Simon a joué tout seul. À moins qu'il y a plusieurs Simon dans Simon, et j'espère que Simon va nous expliquer tout ça, parce que moi, ça me désarçonne un petit peu. Bonjour tout le monde. Oui, c'est marrant parce que c'est justement un point sur lequel on n'était pas forcément d'accord.
Pour moi, c'était pas un solo puisque j'ai commencé avec Bernard. Et si j'avais commencé tout seul, j'aurais pas pu commencer comme j'ai commencé là. Et même la suite de ce que j'ai pu faire tout seul était forcément impactée par ce que j'avais entendu avant. Était impactée par le bruit des sirènes. Je sais pas, à un moment j'ai joué une note, j'ai entendu quelqu'un, ça l'a fait sourire. Donc je me suis dit, tiens, cette note fait sourire. Forcément, je rebondis autrement. Donc en fait, c'est un solo, mais qui est forcément jamais, à moins d'être enfermé, je sais pas, dans une pièce où on n'entend vraiment rien, on n'est jamais vraiment tout seul, en fait, pour moi. En fait, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, parce que c'est très important en improvisation et dans cette beauté du jeu musical que tu as présenté, Bernard. Tu as présenté en fait le rapport à l'instrument, le corps à corps avec l'instrument, le corps à corps avec soi aussi, avec ses limites techniques, ses limites corporelles. Jouer d'un alto bizarre comme celui-là, ça engage beaucoup plus le corps qu'un violon. Jouer d'une trompette, ça engage encore une fois un corps à corps différent. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu disais, mais il y a en fait un sourire du public m'a fait jouer. Et c'est sur ce sourire du public que je n'ai pas capté, parce que j'avais une autre mode d'écoute aussi. Et c'est aussi intéressant aussi de comment l'improvisateur s'empare du public et de la chaleur ou de la fraîcheur du public, de ses réactions, et comment ça joue aussi dans ce que tu nous as proposé. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus ou pas? Parce que, encore une fois, ça m'interroge. Oui, comme j'ai dit, en fait, moi, c'est tout le temps, quand je joue, c'est forcément c'est plus auditif dans l'écoute. Là, je pense que c'était vers là, mais j'ai vraiment entendu mais c'était juste un petit rire. Et en fait, je sais pas, ça m'a forcément emmené. Et puis je pense à un truc d'habitude, en fait, je sais qu'il y a certains... Parce que comme tu as parlé de la trompette, moi c'est un instrument que j'ai toujours essayé de détourner et que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes profs à cause de ça, parce que pour eux je faisais pas de la trompette, parce que je cherche pas à avoir un son cuivré, je cherche à avoir le son avec le plus d'air possible, et que j'aime bien quand on me dit mais en fait ton son c'est pas un son de trompette, et donc ça, mes profs, ça ne leur plaisait pas, donc ils me faisaient écouter des CD, c'est ça le son d'une trompette, et moi je leur ramenais des CD en disant c'est ce son-là que je veux. Et voilà, et je pense que du coup, j'ai toujours joué sur ça en m'amusant, parce que je sais qu'il y a certaines notes ou certains effets utilisés dans mon jeu qui peuvent faire sourire, mais c'est pas une moquerie, c'est juste, tiens, c'est marrant, comment il fait ça avec sa trompette, ou tiens, comment il peut avoir l'idée de faire ça. Et c'est en ça que j'aime m'amuser avec ça, et pouvoir, justement, là, ça fait vraiment partie de... Je pense que c'est aussi pour ça que c'est un domaine que j'aime, de jouer solo, parce que je suis jamais seul. Si on est sur scène, il y a forcément un ingénieur du son, ou il y a un ingénieur lumière, ou il y a un public, ou il y a une résonance dans la salle. Il y a des fois, on va jouer, il y a un verre qui va résonner. Enfin, tu vois, et c'est en ça que du coup, je pense que... Mais des fois, ça peut être visuel aussi. Quelqu'un qui baille, je vais me dire, tiens, je suis en train de jouer, la personne s'ennuie. Il faut forcément qu'il se passe quelque chose d'autre, parce que voilà, ou je m'en fiche, bon, elle va s'ennuyer, enfin, tu vois, mais il y a quand même... Et quand il parlait de... C'est un instant très présent, c'est-à-dire que ça doit aller très vite, parce que si je suis en train de dire, il s'ennuie, mais qu'est-ce que je vais faire, ça va durer très longtemps, et je pense que ça va être très vite ennuyant. Donc c'est tout ça, et donc ça doit aller très vite, et voilà, un rire fait, ah tiens, est-ce que je vais aller rechatouiller cette note, parce que peut-être ça va redéclencher quelque chose, peut-être la personne va s'y habituer, peut-être, je sais pas, tu vois. Mais il n'y a pas de jugement, voilà, c'est juste, je m'amuse pas, c'est pas c'est bien, c'est mal. Ou... Et tu aimes faire entendre le souffle? Ouais. Que tu apprivoises comme son qui entre dans... Ouais, c'est un truc, dès que j'ai commencé, j'ai passé des heures et des heures à travailler, je m'en rappelle, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais des moments, est-ce qu'il n'y a que du souffle, la note, elle apparaît un tout petit peu, elle redisparaît. Et c'est vraiment passé des heures à faire ça. Après, je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais moi j'ai beaucoup écouté Chet Baker quand j'étais petit. Lui, c'était parce qu'il s'était fait casser les dents, donc il avait ce son-là, mais n'empêche que je pense qu'il aimait ce son, puisque plus jeune, il n'avait pas du tout ce son. Et moi, c'était un son que j'aimais, et je me rappelle d'écouter lui et d'autres, mais il y avait ça, et qu'on retrouve beaucoup
plus par exemple dans la flûte Mansouri ou dans le ney ou ces instruments-là, et que moi pour le coup j'ai beaucoup écouté pour m'influencer de ces sons-là. Oui, le souffle, oui. Je dois dire aussi quelque chose, c'est que là en fait aussi on joue d'un certain type d'improvisation qui est l'improvisation un peu qu'on dit parfois radicale, que Derek Bailey disait radical, qu'il appelait radicale, qui est une improvisation non idiomatique, c'était le mot de Bailey, c'est-à-dire on n'utilise pas des langages, des codes qui finalement constituent un peu une stabilité. Je vais contredire un peu il y a une stabilité dans le code du jazz, il y a des appuis rythmiques, il y a des appuis harmoniques, il y a quelque chose dans le groove, par exemple dans la funk, qui constitue quand même une sorte de stabilité, un code dans lequel finalement on va dégager des places, des rôles et puis des fonctions aux instrumentistes. Le bassiste qui fait le groove du funk, il va pas pouvoir jouer de la même manière que le soliste de sax qui vient faire son solo, voilà. Et là, le parti pris entre guillemets radical de l'improvisation libre, c'est que toutes ces places-là, on les fait voler en éclats. Et qu'est-ce qu'on fait si on fait de la musique ensemble et si on essaie de conjuguer dans ce temps irréversible de la musique, ce temps musical qui est ce flow-là qu'on va créer ensemble, qu'on va produire ensemble, enfin créer, je sais pas, c'est un bien grand mot, mais chargé. Ce moment qu'on va inventer ensemble, où l'invention et l'exécution vont se mener, qu'est-ce qui fait qu'on va quand même conjuguer des temps ensemble? Et des temps qui ne sont d'abord hétérogènes, parce que le temps du corps, qui est le mien, n'est pas le temps de ton corps. Et souvent, c'est un exercice qu'on propose en improvisation libre, c'est d'essayer de se synchroniser. De synchroniser des pulsations, de synchroniser quelque chose et puis de faire dévier l'autre de sa pulsation. Et ça permet à la fois de travailler cette espèce d'immense disponibilité à l'autre que va permettre l'improvisation libre et une très grande maîtrise dans des choses qui sont très subtiles dans le corps et qui suppose quand même qu'on puisse les maîtriser pour en jouer, sinon on reste un peu comme des sourds à cette synchronicité qu'on cherche dans l'impro libre, où précisément tous les repères ont l'air de vaciller pendant un moment. Et ces repères vacillent aussi bien pour le musicien que nous sommes, toi et moi, que pour le public. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que du coup, l'attente du public peut être pas toujours en accord avec ce qui se passe du point de vue des musiciens, et ça joue aussi. Et ça fait partie de la beauté, selon moi, de ce que tu proposes. Cette espèce d'accord entre règles et liberté, elle se donne aussi dans cette espèce de rencontre avec le public, dans une expérience, j'emploie le mot d'une amie qui a écrit quelque chose là-dessus, même si je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais elle a un beau mot, c'est l'expérience spectatrice. Il y a une expérience du spectateur et une expérience active. Et du coup, quelque chose comme une rencontre qui se fait, comme une interaction qui se joue, et qui se joue parfois pour le meilleur, enfin tant mieux, hein, et parfois pour le pire. C'est pour ça qu'on va peut-être continuer. Donc, c'est moi le pire.
Comment vous décidez que vous allez finir? Là, on a senti que vous approchiez de la fin, mais c'est une impro? Je ne sais pas trop regarder, moi j'avais les yeux fermés. J'avais les yeux fermés, moi, donc j'étais un petit peu aveugle. Parce que la question de la fin, c'est une vraie question. En fait, c'est une question, en fait, où on peut s'écharper pendant des heures sur cette possibilité de finir. Et puis la personne qui joue avec nous ne veut pas finir, donc recommence. Et puis ça, et ainsi de suite. Et puis ça fait quelque chose qui comme une improvisation sans fin. Mais ça dit quelque chose, pour moi, de très profond sur cette espèce dans l'improvisation libre, décider que c'est la fin, c'est très compliqué. Et il faut le décider, mais justement, je pense que c'est pas une décision. C'est un arrêt. Mais ça,
c'est un arrêt, mais pas forcément quelque chose qui se décide. Alors, il y a quand même des trucs, il y a quand même des ruses. Tu parlais de ruses dans le jeu. Oui, il faut savoir ruser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on donne trop de matériaux à la situation, on ne peut pas finir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui empêche, puisque ça va construire une relance. Ça va ramener finalement dans l'écoute quelque chose par lequel les improvisateurs vont rebondir. Et en fait, ce rebondissement, il peut être sans fin, littéralement sans fin, parce que précisément, improviser, c'est pas déterminer à l'avance ce qu'on va faire. Et donc, c'est pas savoir ce que l'on va jouer. Et c'est voir pendant qu'on joue ce qu'on joue. Et après, il faut à un moment donné s'interrompre. Alors le problème, c'est que la plupart du temps, l'interruption, elle vient toujours un peu de l'extérieur. C'est un peu comme la mort chez Spinoza. Elle arrive toujours par une causalité extérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette fin sans fin, je dirais que moi, il y a une fin de fait qui va arriver, qu'on va chercher parce qu'en épuisant un peu le matériau sonore, c'est-à-dire en mettant un peu moins, ou en répétant un peu plus, ou en amenant quelque chose qui fait que on sent que nos partenaires en ont assez. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'opère et qui fait que dans l'écoute, il va y avoir quelque chose qui va se suspendre. C'est un petit peu ce qui s'est passé, je crois. Et c'est assez amusant parce que je trouve que par rapport à la toute première impro qu'on a faite, on a à peu près, il y a eu une sorte de fin qui a été à peu près la même. On a essayé de chercher quelque chose dans le son qui était à l'unisson, mais en décalé, mais toujours avec un peu une accidentalité. Et puis ce qui était vraiment super, j'ai trouvé, c'était la suspension. Voilà, le saut dans le vide. Oui, moi c'est une vraie question la fin, parce que justement c'est là on savait qu'on avait une temporalité aussi, et donc la fin elle est forcément, je sais que je dois improviser entre 5 et 10 minutes, donc ma fin je sais qu'elle va être entre 5 et 10 minutes. Si je devais jouer 45 minutes, la fin n'aurait pas été là. Pourtant, il y avait une fin qu'on a entendue, qu'on s'est arrêté. Donc ça aurait été juste parce que moi j'aime bien appeler ça des tableaux, ça aurait été juste la fin d'un tableau pour une nouvelle... Et là, typiquement, moi, justement, j'ai senti que Mathias, il en avait assez, par exemple. Peut-être que c'était pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai senti dans son propos, moi, j'ai lancé une nouvelle idée et j'ai senti que Mathias s'est dit, tiens, cette idée, elle est bien pour finir. Donc, on est parti, mais moi, je pouvais encore continuer. Et d'ailleurs, dans ma temporalité, il y avait encore de la place. Mais c'est ça qui est intéressant. Et cette question de fin, comme tu dis, souvent, on joue avec des gens, ah non, mais t'as pas entendu la fin. Mais quelle fin pour qui? Selon qui et selon quoi? Parce que... Voilà, je pense qu'il y a des gens, au bout de 2 minutes, peut-être qu'ils avaient envie que ça s'arrête, et d'autres qui avaient envie qu'ils continuent. Et c'est normal, en fait, parce que c'est juste, pour moi, c'est quelque chose de très subjectif, et notamment, justement, quand on est deux. Et il y a une autre chose, pour le coup, dans un ensemble, qui est très important, et j'en parle souvent, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait pu très bien aussi que Mathias s'arrête et que moi, je continue. Et que Mathias me fasse confiance en disant « Moi, j'ai fini ». Mais Simon, il peut encore développer son idée, comme en fait, il s'est passé tout à l'heure avec toi, où j'ai continué, mais j'aurais pu m'arrêter. Au moment où tu t'arrêtes, on s'arrête ensemble. Mais tu m'as fait confiance, je me suis fait confiance, et il y a une confiance mutuelle. Et je pense que c'est ça le plus important pour la fin, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire, si on entend que l'autre, son idée, il veut la développer jusqu'à la fin, il y a plein d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de sonnettes, je sais pas quoi, tout n'est pas écrit que tous les instruments s'arrêtent en même temps très fort, ça n'a aucun sens. Donc on peut commencer par un instrument, et d'ailleurs très souvent c'est ce qui se passe, on commence très rarement pile poil tous les deux en même temps, finir tous les deux en même temps, et donc je pense que c'est ça, c'est aussi la confiance dans la fin qui fait que on n'a pas besoin de te regarder, juste on s'écoute, et le son final est assez vraiment évident. Je crois aussi qu'il y a quelque chose de très important que tu n'as pas eu, que c'est presque en question dans ce que tu dis, c'est en suspens dans ce que tu dis, c'est la question de la forme. De la mise en forme et donc des attentes finalement qu'on a par rapport à la forme musicale. C'est-à-dire que très souvent finalement, moi je dis que le jeu dans l'improvisation,
il a quelque chose, un sens un peu multiple, parce qu'évidemment, il y a le jeu dans la coopération entre nous, il y a le jeu à l'instrument et sur l'instrument, avec l'instrument, contre l'instrument, voilà. Et puis, il y a aussi le jeu avec l'attente d'une forme. Et en improvisation, puisque comme la forme se fait en même temps qu'on la décide, finalement, elle se décide pas à pas. La forme en improvisation libre, elle est séquentielle. C'est-à-dire que c'est par séquence, par tableau, finalement, ce que tu disais, par tableau. Et souvent, ce qui permet d'avoir finalement ce minimum de réflexion sur la forme, c'est que parfois, en fait, on va chercher à faire résonner un tableau. Et cette résonance qui passe par le silence, qui passe par le fait de s'arrêter de jouer, pas forcément pour s'arrêter définitivement de jouer, mais pour écouter ce qui s'est fait, et pour avoir cette espèce de mémoire du son qui est essentielle finalement, parce que cette activité musicale qui est quand même très mobile, très mouvante, elle a quand même comme support la mémoire. Et donc savoir ce qu'on a fait au début, se souvenir de ce qu'on a fait au début, ça va être quand même déjà un peu mettre en forme peut-être quelque chose comme une attente. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on joue de cette attente, est-ce qu'on la déjoue, ou est-ce qu'on la réalise comme une belle totalité. En général, après, ça dépend des humeurs des instrumentistes, mais dans l'improvisation libre, ce sens de la forme, on a tendance toujours à essayer de la déjouer, parce que je pense aussi que dans l'improvisation libre, il y a quelque chose de très historique qui tient à l'histoire de la musique, qui tient à l'histoire de ce courant, qui est un courant quand même qui veut remettre en question un certain nombre de formes, un certain nombre de règles, d'idées de composition, et qui essaye de sortir de ces attentes-là, et institutionnelles, d'identité, de normes. Et cette espèce d'opposition à la norme fait qu'on a tendance toujours un peu, je trouve, à déjouer la forme, à vouloir la déjouer. Ce qui fait que pour moi, je trouve que on revient à la question de la fin. La fin, c'est il y a une fin de fait, mais il n'y a pas de fin en droit dans l'improvisation. Donc, je voudrais juste te poser une question rapide sur ton instrument, parce que je vois qu'il a 5 cordes, c'est pas normal. Un alto a 4 cordes. Ah oui, alors ça c'est... Donc, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est en partie un accident. Un accident de lutherie. Un accident qui a mal tourné. En fait, c'est que moi je suis violoniste à la base, je ne sais pas se servir de cet instrument qu'est l'alto. Et en fait, il s'avère que dans mon exploration de l'improvisation, j'ai eu envie d'autres sons, des sons plus graves, des sons qui vibrent et qui font vibrer le corps, parce qu'en fait, c'est absolument génial d'avoir un instrument qui vibre là, dans cette partie-là. C'est peut-être pareil avec les violoncellistes, je ne sais pas, il faudrait réfléchir, mais il y a quelque chose qui joue dans le corps. Donc j'ai eu envie de sons graves, mais donc je voulais moi un mélange d'alto et de violon, parce que j'adore aussi le violon, mais du coup c'est le résultat d'un compromis de désirs contradictoires, vous voyez, parce qu'en fait quand je suis arrivé chez le luthier avec mon idée, il m'a dit ça va pas sonner. Ça va pas sonner votre truc, je ne sais pas faire. Faire un alto plus un violon, la corde de mi va pas aller. Donc, moi, je suis d'avis qu'on parte vers un alto violoncelle, parce que ça va sonner. Et ça va sonner grave. Alto violon. Voilà. C'est le contraire de ton idée de départ. Exactement, contraire, vous voyez, contradictoire, désir contradictoire. Parce que alors du coup, je me suis dit, ah chouette, mais parce que du coup, je vais avoir une corde de fa. Une corde de fa grave, avec encore plus de résonance, encore plus de... et puis l'alto, surtout... c'est do, sol, ré, la. Voilà, do, sol, ré, la. Une corde grave, c'est la quinte en dessous, c'est fa. Donc on part là-dessus, et puis il me construit ça avec une forme un peu étrange, parce qu'en fait il voulait en faire un alto rock. Je lui ai dit que je faisais de la musique improvisée, donc il a dit mais oui, mais alors vous faites aussi du rock, du jazz, des choses comme ça. Et donc il est parti sur cette forme-là et qui évoque le violon classique, hein, parce qu'il a finalement une couleur très classique, mais il a évidemment une forme qui tranche. Et puis ensuite ça tient à des contraintes de son, c'est-à-dire qu'en fait il a joué aussi sur une dissymétrie dans la caisse, vous voyez, qui est plus large là, plus étroite là, parce que sinon en fait ça pose des gros problèmes de son et d'émission de son.
Et cet alto est très difficile à jouer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à le jouer, je me suis dit, je vais me faire un torticolis. Je vais m'éclater les doigts parce que l'écart de doigts est très important et que je suis petit, enfin petit, relativement petit. Normalement, ces tailles d'alto, c'est joué par des gens qui font entre 1,90 et 2 mètres. Bon, avec mon petit 1,78 m, vous voyez, j'étais un petit peu difficile, donc ça a été un vrai challenge pour m'habituer à cet instrument et je continue de m'y habituer. Il sonne pas comme je veux, il n'a pas la même virtuosité que de son d'un violon et donc je fais avec, quoi. Je fais avec, parfois contre, et là, voilà, je m'amuse avec cette espèce de... Je crois que tu vas de nouveau faire avec. Et on refait avec, allez.
Était-ce pittoresque, dramatique, comique, joli? Je pense que c'était beau. Magnifique. Simon, je te remercie au début d'avoir fait claquer tes pistons pour bien prouver que c'est pas un corps, c'est une trompette, que ta trompette était une machine. Mais à un moment, tu as enlevé l'embouchure. Tu peux peut-être commenter un peu ce choix? C'est toujours dans cette idée. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un trompettiste, je vais le citer parce que il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Médéric Collignon, qui est un trompettiste parisien, qui le fait très bien avec son cornet. Et quand j'ai entendu ça se rapprochait encore plus du son du ney et de tous ces instruments, enfin ces flûtes en fait orientales qui me plaisent énormément. Et donc voilà, je l'ai essayé. J'ai pris un cours avec lui, je lui en ai parlé, il m'a dit rien ne m'appartient, tu peux autant le faire que moi. Et c'était très agréable d'avoir en plus sa validation. Et voilà, donc c'est pareil, j'aime bien parce que j'ai pu l'enregistrer en studio ou parfois le jouer sur scène et d'être dans le noir. Et j'aime bien après les gens qui viennent me voir à la fin, mais c'était quoi l'intro, c'était quoi l'instrument qui a été joué, j'ai pas reconnu. Et j'aime bien encore une fois cette idée de moi je peux pas rajouter une corde donc j'enlève mon embouchure quoi. C'est pas un instrument augmenté, c'est un instrument diminué. C'est ça. Mais pour une augmentation des capacités de jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas. Enfin, je trouve que le son est vraiment différent. Après, là, je joue avec des effets, donc je peux encore plus accentuer ça. Et je joue. Là, évidemment, j'ai tout modifié. Je joue des modes qui orientent encore plus ce propos, mais en tout cas, en fait. On en avait parlé, mais le fait que j'enlève l'embouchure, je casse encore plus le côté attaque. Donc il y a encore moins. Donc les sons cuivrés. Voilà, c'est ça. Et donc là, le son cuivré ne peut plus exister. C'est vraiment que l'air en contact direct avec. Et l'usage des effets. Là, vous avez improvisé avec effet. Ouais. Là, c'était l'idée par rapport au premier duo qui était donc acoustique, même si on avait des micros, mais pas d'effets. Là, c'était l'utilisation de l'effet. Qu'est-ce que ça apporte dans l'improvisation? On n'est pas forcément toujours d'accord avec Mathias sur cette question. Je commence. Moi, c'est toujours pareil que pour l'embouchure, etc. J'ai plutôt une volonté d'avoir des effets que je vais maîtriser en amont, que je vais travailler et qui vont me servir à aller à un endroit précis. Donc ça va être, il n'y a pas de hasard dans mes effets et ils sont travaillés pour. Je sais que si je mets cet effet-là, les pistons comme ça avec tel effet, il va y avoir ce rendu-là. Là où peut-être je te laisse tout de suite rebondir, où on a pu avoir des débats où d'autres utilisent l'effet pour le côté hasardeux qui devient presque un autre élément. Une troisième personne. C'est vrai que, moi, j'utilise beaucoup plus les effets pour me donner des accidents, pour me donner des possibilités de faux pas, et pour déjouer en fait des éventuels clichés de jeu qu'on a tous finalement, parce que ça va dans les doigts. On peut les déjouer en essayant de prendre conscience de ce que l'on fait. Mais à un moment donné, il y a aussi, moi, je me sers vraiment des effets comme des moments de surprise où je me dis tiens, c'est marrant, finalement j'avais pas prévu ça. Et en ayant cette espèce de hasard comme ça, je dirais pas qu'il est méthodique celui-là, mais assez souvent finalement, quand je travaille les effets, je vais chercher des effets qui vont avoir un effet sur mon son et un effet en rétroaction de ce que je fais. En rétroaction de ce que je fais pour pouvoir finalement développer mon imaginaire. Parce que c'est une vraie... Tu crées une sorte d'opposition. Voilà, par exemple, mais pas simplement, mais ça peut être aussi un confort de jeu, là. Trouver une sorte j'allais dire, s'installer dans une sorte d'ambiance qui va aussi produire des idées. En fait, tout le travail des effets, c'est vraiment un travail d'un instrument différent qu'on ajoute à notre instrument, à notre petite machine. Là, ma petite machine de bois devient une machine électro-acoustique et qui, du coup, interagit avec ces machines dont on... Parfois, en plus, c'est pas fait pour le violon, c'est-à-dire que c'est des pédales de guitare, donc elles ont une certaine réactivité par rapport à la guitare qu'elles n'ont absolument pas au violon. Vous imaginez pas le nombre, l'argent que j'ai pu dépenser pour aller chercher une pédale. Finalement, celle-ci, c'est celle qui convient mieux. Un guitariste me tuerait en me disant que comment ça, tu utilises un multi-effet Boss ME80, c'est nul. Oui, mais en fait, c'est très bien pour l'improvisation parce que ça permet vraiment de jouer sur les potards. On peut vraiment s'amuser à créer avec pratiquement rien
un son continu. Donc on appelle un drone, une sorte de drone sonore, et ça peut vraiment aller avec des instruments électroniques d'aujourd'hui, et je trouve que ça augmente, ça enrichit l'identité de l'instrument, qui était déjà une identité extrêmement riche, faite d'un répertoire extrêmement vaste. Le répertoire du quatuor à cordes, du violon, de l'alto, c'est quand même quelque chose d'extrêmement... avec une identité symbolique importante, et de déjouer cette identité symbolique en allant chercher de l'électro, en allant chercher quelque chose qui se matine pas très bien avec le son de l'instrument, ça permet de développer l'imaginaire, et au fond, c'est un peu ça qu'on cherche, je trouve, dans le jeu et dans l'art. Développer l'imaginaire. L'avantage, et puis, du coup, développer les prédicats esthétiques, en inventer des nouveaux. Et du coup, on est bien embêté parfois dans un concert d'impro libre quand on demande alors toi t'as bien aimé, et l'autre vous répond évidemment oui, c'était très intéressant. Non, je voulais juste dire que oui, sur les pédales, il y a aussi un truc de dépassement de fonction dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est encore plus présent avec la pédale. C'est-à-dire que moi, je peux devenir une basse comme je peux devenir une batterie, je peux devenir une guitare électrique, et toi, à l'inverse, tu peux... pareil, tu peux être une trompette, ou etc. Donc en fait, on peut comme ça dépasser notre fonction, et on n'est plus 2, mais on peut être 10. Voilà. Sur pourquoi les pédales et pourquoi pas. Débat infini. Le moment est peut-être venu de dialoguer avec la salle. Enfin, vous avez sans doute des questions, des remarques, des objections, etc. Ça fait partie du jeu de la chère beauté aussi, de discuter. Voilà, la parole est à vous. Oui. Moi, j'aurais plein de questions. La première question est aux instrumentistes. Est-ce que c'est une performance? Est-ce que cette performance n'a de sens pour vous que quand elle est vivante, quand elle est devant un public, ou entre vous, je ne sais pas? Est-ce qu'une performance enregistrée a un sens pour vous? Pour moi, elle a un sens. Même s'il y avait une personne dans la salle, elle aurait un sens. Mais elle n'a pas le même sens. Enfin, en tout cas, je ne jouerai pas de la même manière, comme j'expliquais tout à l'heure. Quand je joue en studio, je ne joue pas de la même manière que quand je joue devant un public. Et quand je joue devant vous, je ne joue pas pareil que si c'était une classe de maternelle devant moi. Donc la performance, elle s'adapte au public, mais pour moi, il n'y a pas un sens plus important, en tout cas, que ça soit devant vous, devant une caméra, devant un micro, ou devant, je sais pas, des enfants, tout type de public, je sais pas. Moi, en tout cas... Il y a un sens large de performance. À partir du moment où on se met en jeu, on est dans une performance. Maintenant, la performance live et la performance enregistrée, là, je rejoins complètement Simon, c'est que quand on enregistre, on a des contraintes différentes. On va pouvoir refaire, on va pouvoir rejouer, on va pouvoir monter, on va faire du montage, et donc on fait quand même un enregistrement de musique dans un studio, c'est aussi un montage, ouais, c'est une construction. C'est déjà une manière de composer, enfin, avec la performance, alors que là, on le refera jamais. Et certains ont capté, mais c'est une empreinte, enfin, ce que tu disais, une trace, quelque chose comme ça. Mais ça pose indirectement la question aussi de ce que c'est qu'une œuvre d'improvisation par rapport à une œuvre de rock ou à une œuvre d'interprétation classique. Et je trouve que cette question de l'œuvre, en improvisation en tout cas, il y a quelque chose qui est montré comme une fragilité. C'est ma marotte, hein, excusez-moi. Il y a une précarité dans le geste improvisé, et je trouve que cette performance-là, elle donne quelque chose à un public qui en gardera une mémoire un peu petit à petit, qui s'effacera. Et ça, c'est beau, je trouve, que cette fragilité qu'on arrive à faire communiquer, à faire passer parfois, ça crée une sorte de fidélité à un son, et à quelque chose de très important dans le son, finalement, c'est que ça s'efface. J'avais une deuxième question, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui voulait... Alors, une deuxième question, puis ensuite... La deuxième question est peut-être massive, mais c'est à propos de la voix. Vous dites
que la voix n'est pas un instrument. Mais par exemple, quand j'ai entendu les premières notes de la trompette, quand il soufflait, j'avais même l'impression qu'il donnait un peu de la voix dedans. On avait l'impression d'entendre une voix. Et au fond, les instruments, on pourrait penser aussi qu'ils imitent la voix. Un instrument à vent, un instrument à cordes. On dit souvent que le violon, c'est une imitation de la voix, avec évidemment quelques propriétés en plus. Donc, il me semble, est-ce que mettre comme ça une omerta sur la voix en disant que ce n'est pas un instrument, est-ce qu'on ne se prive pas d'abord de tout ce qui est la musique vocale? On s'en prive pas du tout, je proteste, j'adore la musique vocale. Pardon, je vous ai interrompu. Mais... Elle n'est pas justiciable de la même forme de réflexion sur la beauté, sur la musique que les autres, que la musique instrumentale. Et bon, même si vous parlez de l'animalité, de rompre avec l'animalité par le chant, ce que disait Darwin, il explique très bien qu'il y a une continuité entre le chant des oiseaux et le chant des mers. Le chant des oiseaux n'est pas un chant musical. Alors, il y a toute cette question de la place de la voix dans votre réflexion, de l'absence de la voix, je n'ai pas... Bien sûr. Non, je vais répondre en 3 phrases parce que c'est immense, évidemment. Hein, et c'est une discussion que j'ai depuis 15 ans. Et voilà. Et je comprends très bien. D'abord, je ne méprise pas du tout la musique vocale. J'adore la voix, j'adore la musique vocale, j'adore l'opéra, j'adore Monteverdi, j'adore Bach. Alors là, il n'y a aucune discussion. J'adore la chanson populaire. Bon, je veux dire, il n'y a aucune discussion là-dessus. On ne se prive pas de la musique vocale. Deuxièmement, je dis la voix n'est pas un instrument de musique, c'est un instrument de la musique. Ça pourrait passer pour une subtilité, ce n'est pas une subtilité. La voix est un instrument de la musique, parce que la musique s'en sert très bien, massivement, etc. Mais ce n'est pas un instrument de musique, au sens où ça n'est pas une machine construite pièce à pièce, que l'on peut réparer, que l'on peut prêter à autrui, dont on peut faire plusieurs versions. Tiens, je vais ajouter une clé à la clarinette, bon, etc. Oui, mais non, pas comme un instrument de musique construit, réparable, transformable, innovable, comme on disait à la fin du XVIIIe siècle. Et ça, un statut particulier. Alors, quant à l'idée que l'instrument imite la voix, comment dire, c'est pas du tout une idée absurde. D'ailleurs, rien de ce que vous avez dit n'est absurde, c'est à peu près ce que dit. Non, mais... Je me suis mal fait comprendre. Et j'allais dire, si on ne m'avait pas interrompu, j'aurais dit rien de ce que vous dites n'est absurde, puisque c'est exactement ce que dit Hegel. Bon, donc voilà, c'est un argument d'autorité, mais non, c'est pas absurde du tout. Simplement, moi je crois que c'est faux. Mais il y a des tas de choses qu'on peut juger fausses qui ne sont pas absurdes ou l'inverse. Hein. Et comment, je ne veux pas être trop long parce que bon, c'est des choses qui me passionnent et qui donc produisent beaucoup de discours un peu inutiles parfois. Je pense que penser adéquatement à la voix, c'est commencer par la pensée hors de son rapport avec l'instrument. Alors, il est tout à fait vrai que beaucoup d'instrumentistes cherchent à imiter la voix dans leur jeu. Ça ne veut pas dire que l'instrument imite la voix. Je veux dire, une grosse caisse, un triangle, un contrebasson ne cherche pas à imiter la voix. Et je dirais même, cette idée n'est pas de moi, mais d'un ami musicologue. Il me dit, comment dirais-je, le chanteur d'opéra ou de lied cherche à traiter sa voix comme si c'était un instrument éloigné de lui. Et le violoniste ou le pianiste essaye d'intérioriser l'instrument comme si c'était sa voix. Je trouve ça très intéressant. Cette idée m'a beaucoup instruit. Et je trouve qu'on ne gagne rien à vouloir d'emblée dire que la voix est le plus beau des instruments, que la voix est un instrument naturel, que, bon, il y a un vocalisme qui me dérange beaucoup, voilà. Mais on a tout à fait le droit de penser autrement que moi, et je sais qu'avec mes petites théories, je suis complètement minoritaire. Hein. Voilà. Voilà. Vous souhaitiez prendre la parole? C'est plutôt une remarque. En fait, toute la conférence, quand vous parliez d'improvisation collective, de confiance, de continuité, de mouvement, il y a un mot qui n'arrivait pas de sonner en moi et que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot d'harmonie. Et voilà, je voulais juste... le mot harmonie, je n'ai pas prononcé. Je n'ai pas non plus prononcé le mot rythme, sauf erreur. Et Dieu sait si l'harmonie, la mélodie, le rythme et le timbre sont les 4 composants de la musique. Donc, j'exclus rien du tout de tout ça. Hein.
je peux rien vous dire d'autre, mais il faut me réinviter, Clélia. Hein. Voilà. J'ai fait des choix, j'ai essayé, vous voyez, de construire quelque chose autour de la beauté de la musique, que j'essaye de penser, je ne suis pas sûr que j'ai raison, pas du tout, hein. Par rapport aux évolutions à la beauté poétique, à la beauté picturale ou plastique. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que la notion d'harmonie n'intervenait pas. Oui. Moi, j'ai envie de témoigner de mon interprétation spectatrice ou auditrice. Le premier morceau que vous avez fait en improvisation avec la théorie m'a amené à entendre l'opéra qui se joue entre la mère et le nourrisson. Je ne sais pas si d'autres personnes ont entendu ça, ou si le musicien a pu avoir un moment maternant dans votre jeu, mais moi je l'ai vraiment entendu. Et jusqu'à ce moment peut-être de la berceuse ou de l'endormissement. Et donc, dans le troisième morceau, j'étais dans un port avec un bateau, le son d'une sirène de bateau, et je me demandais est-ce qu'il s'en va ou est-ce qu'il revient. Et quand j'ai entendu la danse que votre alto a jouée, puis une sorte de festivité dans la trompette, j'ai dit ah, il me semble qu'il rentre. Et que la main sont sur le port et rencontre les femmes. Voilà, mon imaginaire n'était pas arrêté, mais vraiment soutenu et en accord avec le jeu. C'était très agréable. Et en fait, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que tout ce qui a été mis en mouvement en moi, tout ce qui était les sirènes dont parlait Simon, le sourire d'un spectateur, etc., est-ce que c'est pas ça le socle, vous dites le pôle de stabilité, mais est-ce que c'est pas ça, moi je dirais le socle collectif de rencontres potentielles entre nous à travers la musique? Simon, tu veux... Madame a commenté ton solo. Ouais, bah, après, c'est un... Je sais pas si le mot il est peut-être pas bien choisi, mais tout ça, pour moi, c'est très subjectif. Et justement, par rapport au socle commun, je vais pas répondre à ta place, mais c'est là où il n'y a pas de stabilité, puisque je pense sur 60 personnes, personne n'a ressenti la même chose. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent que dans les formes dont parlait Mathias, on est assez... Comme c'est de l'improvisation libre, on se donne peu de choses, puisque il y a ceux qui improvisent en imaginant des scènes, ça existe. Il y a ceux qui improvisent avec un répertoire, un catalogue d'effets. Oh, il y a cet effet-là, il marche bien avec ça existe aussi. Enfin, on a chacun une palette. Comme tout à l'heure, le mot harmonie en musique, c'est pareil, on fait attention parce qu'il y a plein de sens, et du coup, en impro libre, on essaye de pas trop être dans ça. Et donc ouais, je pense que c'est... Enfin, moi, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est ça. J'ai pas... Enfin... Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Oui, en fait, l'imaginaire, il est pas présent chez tous les musiciens. Enfin, c'est quelque chose qu'on travaille, l'imaginaire, on peut le travailler, mais il n'y a pas que ce facteur-là, ou en tout cas ce vecteur-là pour improviser. Je sais pas si tu veux m'aider à... Moi, je dirais simplement en une phrase, puis ensuite tu auras la place pour une dernière question. Moi, je dirais que oui, il y a des socles partagés, mais ils sont locaux. Enfin, c'est ma conviction, hein. Ils sont locaux. Par exemple, oui. Là votre musique est atonale, il y a des moments de tonalité, c'est un langage qui est le vôtre, qu'on entend, moi qui me parle beaucoup, mais c'est pas du tout un langage collectif, c'est pas un langage partagé. Et c'est depuis la fin, en gros, de la domination exclusive de la tonalité dans la musique dite savante. La tonalité existe totalement dans la musique populaire, mais dans la musique savante, non. Il n'y a plus de langage commun, même au sein d'un seul pays où il n'y a plus de langage commun entre les musiciens. Et donc,
il n'y a plus cette stabilité, et moi je ne le déplore pas, hein. Je ne le déplore pas du tout, ça fait partie de l'inventivité extraordinaire de la musique, hein. Mais c'est autre chose que les stabilités qui existent ailleurs. Bon, mais on va pas recommencer, je ne vais pas recommencer mon propos. Une dernière question. C'était une question, je ne suis pas tout à fait sur une question, c'était de savoir, c'était surtout adressé à vous deux, parce qu'on a bien vu le rapport au jeu, le rapport à l'improvisation, je me demandais, dans l'improvisation par rapport à Bernard. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça avait augmenté ou intensifié de quelque chose que j'ai vraiment entendu dans ce que vous nous avez proposé, c'est-à-dire l'expérimentation limite aussi de l'instrument. Et du coup, c'était mettre en valeur la condition pédagogique de la musique, de travailler à ce point l'expérimentation. Et alors, visiblement, dans vos réponses, dans vos discours, je dis que c'était partie prenante, comme d'introduire le sou, comme d'introduire la voix, comme le travail que tu as fait sur ton alto, violoncelle métamorphosé, et les sons que vous en tirez. Donc, en quoi c'était intensifié ou adressé, finalement, dans une improvisation à trois. C'était un peu donc, quoi, c'est le répondant, je ne sais pas comment. Il reste du temps. Oui, alors. Synthétiquement, répondre à cette question, enfin cette remarque synthétiquement. En fait, si ça n'a pas joué du tout. Non, en fait, le gros problème avec la voix de Bernard, c'est qu'elle porte du sens. Elle porte du sens. Et nous, on fait des sons. Mais il porte du sens avec des sons. Comment alors essayer de trouver un point de rencontre? J'aime beaucoup cette idée d'appel potentiel. J'ai l'impression que Simon faisait quelque chose comme... ce serait un bien grand mot de parler de vocation, mais d'appel, tiens, finalement, je te donne ce son-là, Bernard. Qu'est-ce que ça fait à ton discours, qui est déjà un discours extrêmement construit, rigoureux, conceptuel, et en quoi ça peut peut-être déjà le faire changer ou le faire résonner autrement dans la tête des gens. Et ce mélange entre le son et le sens, c'est ce qui fait que parfois on travaille de l'improvisation avec de la poésie, on travaille... Et que évidemment, faire de la musique avec de la poésie, c'est pas faire de la poésie. C'est plus tout à fait pareil. Et évidemment, il y a quelque chose comme un déploiement de l'imaginaire, peut-être de tendre vers un sens à la limite, comme nous, on travaille avec des sons à la limite, et que dans ces deux limites, il y a une espèce de recherche de point de rencontre, et puis si on se trouve pas, bon, ce n'est que partie remise, quoi. Et voilà. T'es prêt? Oui. Relever le défi des choses au langage. Par exemple, ces œillets défient le langage. Je n'aurai de cesse, avant d'avoir assemblé quelques mots, à la lecture ou à l'audition desquels l'on doive s'écrier nécessairement. C'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit. Est-ce la poésie? Je n'en sais rien, et peu importe.
c'est un besoin, un engagement, une colère, une affaire d'amour-propre. Et voilà tout. Je ne me prétends pas poète. Je crois à ma vision fort commune. Étant donné une chose, la plus ordinaire soit-elle, il me semble qu'elle présente toujours quelques qualités vraiment particulières sur lesquelles, si elles étaient clairement et simplement exprimées, il y aurait opinion unanime et constante. Ce sont celles que je cherche à dégager. Quel intérêt à les dégager? Faire gagner à l'esprit humain ces qualités dont il est capable et que seule sa routine l'empêche de s'apprivoiser. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise? Celle de l'esprit scientifique, sans doute, mais surtout beaucoup d'art. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour, une telle recherche pourra aussi légitimement être appelée poésie. Papillote, chiffon frisé, torchon de luxe satin froid, chiffon de luxe à belles dents, torchon frisé de satin froid, mouchoir de luxe à belles dents, fripe de luxe en satin froid de lustre. Ainsi, aux approches de juillet, se déboutonne l'œillet. Assez là-dessus, n'est-ce pas? Lâchons la racine de notre œillet. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Le poème était de Francis Ponge, s'appelle L'œillet, et la suite se trouve de ce côté. Merci.